Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Prise au mot. Je suis Patrick Longchamp et chaque semaine, je vous emmène découvrir un mot qui fait l'actualité. Avec mes invités, nous passerons de la réflexion à l'action pour comprendre, décrypter l'enjeu de ce mot dans notre société contemporaine. L'Actu Prise au mot, c'est le podcast des mots qui font l'actu. Bienvenue à vous et bonne découverte. Cette semaine, notre mot, c'est émergence. Étymologiquement, il vient du latin émergere qui signifie sortir, s'élever hors de l'eau, comme une source qui jaillit d'un sol encore humide, comme un visage qui perce la surface après une longue apnée, un peu comme le monstre du Loch Ness, enfin pour ceux qui l'auraient vu. L'émergence, c'est le moment où quelque chose qui était caché se rend enfin visible. Et en cette semaine, l'actualité regorge. Émergence d'un nouveau plan de paix dans le conflit entre le Hamas et Israël, émergence d'une relance économique après des mois de crispation, émergence d'un nouveau gouvernement en France en espérant que ce ne soit pas l'émergence de la prochaine dissolution, sans oublier aussi l'émergence des solutions concrètes pour impacter notre monde et notre société, parfois petites comme des graines, parfois gigantesques comme un plan de transition énergétique. N'avez-vous jamais vu émerger la Loire au Mont-Gerbier-des-Joncs pour la voir majestueuse à Saint-Nazaire quand elle se jette dans la mer? Bref, l'émergence, c'est le passage du potentiel à la réalité. Mais attention, l'émergence, ce n'est pas seulement une sortie spectaculaire, c'est d'abord un travail souterrain invisible, parfois ingrat, et souvent ce qui émerge aujourd'hui n'est que le fruit de racines patiemment tissées d'initiatives discrètes et de dialogues silencieux. Hannah Arendt disait « Ce qui apparaît au monde est toujours précédé d'un invisible travail d'enracinement ». Autrement dit, pas d'émergence sans patience et parfois pas d'émergence sans confiance. On meurt même parfois avant de se voir émerger un talent, je ne pense pas à moi bien évidemment, mais plutôt à Van Gogh qui ne vendit rien de son vivant et qui est aujourd'hui l'artiste le plus cher au monde, ou presque. Et c'est justement ce qui nous réunit cette semaine au Mécène Forum qui se tient à Lille, organisé par l'Anne-Micale et qui réunit plus de 800 personnes venues de la France entière. Et ici, on parle d'une émergence particulière, celle du mécénat. Mécénat sous toutes ses formes et qui n'est pas aujourd'hui un modèle de participation à l'intérêt général le plus utilisé par les entreprises. Parfois même, le mécénat est pris comme une manière différente et plus actuelle de faire la charité. Tout simplement, peut-être parce que nous manquons de collectifs avec trop de silotage. Le mécénat n'est pas une course en solitaire, héros en haut de sa tour d'ivoire, mais celle d'un collectif qui apprend à faire ensemble, à croiser ses ressources, ses envies, ses intuitions. C'est quoi notre commun? C'est quoi l'histoire de notre territoire? L'incubateur de mécénat collectif que nous allons découvrir avec mon invité accompagne ce moment fragile et magnifique où un projet collectif prend forme et où des volontés éparses trouvent une colonne vertébrale, où une idée encore un peu floue devient action, coopération, mouvement. Reste encore la possibilité de faire financer cette émergence, car à tout moment, cette délicate émergence peut basculer. La plante qui se redresse peut s'étioler petit à petit. Alors comment faire pour mettre autour de la table des financeurs? Comment faire pour faire émerger un mécénat qui resplendisse, qui vienne couvrir de sa canopée notre intérêt général? C'est ce qu'on va voir avec notre invité d'aujourd'hui. Et mon invité d'aujourd'hui, c'est Perle Lagier. Bonjour Perle. Bonjour. Bienvenue dans l'Actu Prise au mot. Merci beaucoup d'être avec nous. On va évoquer avec vous la question de l'émergence et au-delà de l'émergence du mécénat collectif. On l'a dit de manière assez générale, on rentrera sur la question du mécénat collectif après, mais de manière générale, le mécénat reste encore... on en parle beaucoup, il est très visible autour du mécénat culturel, mais le mécénat, et sportif peut-être aussi un petit peu, mais le mécénat finalement est quelque chose d'assez peu connu dans la manière d'être philanthrope. On donne à des associations, mais le mécénat recouvre plus largement que simplement donner à des assos. Oui, déjà on le verra, il a différentes formes le mécénat. Il a la forme financière, qui est la plus évocatrice de premier abord quand on parle de mécénat, mais il existe également le mécénat de compétences, la mise à disposition de moyens, d'outils, tout un tas de formes que peuvent prendre le mécénat. Le mécénat, ça reste aujourd'hui la seule façon de pouvoir flécher une partie de ses impôts. Et alors les entreprises s'en emparent, les particuliers également. Aujourd'hui, le don des entreprises représente 42% des dons faits en France. Et on voit qu'il y a une tendance vraiment qui se développe sur les territoires.
Seulement 9% des entreprises en France Alors donnent. c'est la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire sur 100% d'entreprises, il n'y a que 9% des entreprises qui participent à 42% du mécénat français. Tout à fait. Un mécénat qui est porté par les TPE, PME, qui représentent un tiers des volumes de dons du mécénat d'entreprise. Et donc qui en découle directement cette notion d'ancrage et qu'est-ce qui fait que les 91 autres pourcents ne vont pas vers le mécénat? Une méconnaissance de son existence, une image d'Épinal qui dirait que c'est trop compliqué de devenir mécène. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à actionner ce levier du mécénat sur les 91% restantes? Alors, c'est sûr qu'il y a des paradigmes à faire changer. Dans la tête de beaucoup, le mécénat, c'est l'apanage des grandes entreprises. C'est du mécénat culturel. C'est une fondation qui serait l'écrin des œuvres d'une entreprise. Ça peut. Ça peut, bien sûr. Mais donc déjà, voilà, de faire changer les idées et les esprits sur ce qu'est le mécénat, la connaissance de ce que peut être le mécénat. Également, ça peut apparaître comme difficile, chronophage, compliqué. Donc on voit qu'aussi il y a des startups qui commencent à se lancer sur ces facilitations finalement de gestion de mécénat. Mais il y a cette méconnaissance des formes, méconnaissance de fonctionnement, la peur de mal faire peut-être. De mal faire, c'est sûr. Et parfois aussi du mécénat qui se transforme en... finalement du mécénat non déclaré parce que c'est compliqué, parce qu'on oublie. Oui, puis des fois on fait du mécénat à la Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'on fait du mécénat sans faire du mécénat. Et c'est vrai que dans l'esprit des gens, parce que historiquement le mécénat est historique et culturel, mais en réalité le mécénat, si on regarde aujourd'hui dans les dernières études, c'est le sport qui est la cause numéro 1 supportée par le mécénat. Alors je dirais que c'est le sport comme porte d'entrée, parce qu'après on voit qu'il vient aussi embrasser tout un tas d'autres causes et qu'il vient hybrider aussi. Et quelle est la porte d'entrée pour les entreprises? Si des entrepreneurs nous écoutent aujourd'hui, quelle est la porte d'entrée qui décide d'être mécène? L'Admical, qui fait aujourd'hui son mécène forum à Lille, qui a lieu tous les 2 ans pour réunir l'écosystème des porteurs de projets et des financeurs. L'Admical est la porte d'entrée aujourd'hui de ceux qui se questionnent en se disant « Tiens, moi j'aimerais bien faire du mécénat ». On espère être un des acteurs va faciliter, promouvoir ces dynamiques de mécénat d'entreprise, de mettre en lien aussi, il y a toute une partie également de plaidoyer que porte Admical pour sécuriser aussi ces actions de mécénat et les faire savoir, les faire valoir. Et je dirais que ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Si on caricature un peu. Caricaturons, on peut se permettre. Je ne sais pas dessiner, mais je vais essayer de parler. Si on caricature le mécénat d'entreprise aujourd'hui, il est porté par un homme, en territoire, directeur de PME, qui va soutenir le club sportif du coin. Parce que, ou la réfection de l'église, ou mais c'est quand même plutôt sur le sport. Sur le sport qu'on retrouve. Donc bien sûr, je grossis le trait, même si on n'est pas très loin de la réalité. Et que le mécénat en local, ça va être plus une histoire de cœur, soutenir l'association qui est proche de nous, proche de nos valeurs, proche de notre environnement. Mais on voit qu'il y a quand même vraiment un changement parce que le mécénat devient stratégique, parce qu'on est aussi à un moment aujourd'hui où ces deux mondes ont besoin de collaborer, de coopérer. On sait qu'aujourd'hui, les associations souffrent. Les entreprises ont ce devoir aussi de s'engager, parce que tout un contexte, les devoirs, je dirais, de contexte, parce qu'ils ont un devoir de faire savoir, de responsabilité, de dans les rapports extra-financiers. Exactement. Ils ont aussi à séduire des consommateurs qui sont devenus des consommateurs. C'est ça. Et ils ont aussi des difficultés à recruter, donc la marque employeur. La marque employeur. Donc c'est vrai que le mécénat est un formidable levier d'engagement qui est finalement assez palpable et qui peut être aussi repris et qui permet d'embarquer les collaborateurs. Donc il y a cet engagement collectif qui aussi peut faire sens autour du mécénat.
Donc, Alors ça c'est intéressant, on va parler du collectif, on va parler de l'émergence aussi, parce que moi je vois apparaître dans mon travail d'observateur, je vois apparaître aussi d'autres manières de faire du mécénat et de la philanthropie. Ils sont pas très nombreux en France, un peu plus en Allemagne et en Suisse. C'est les fondations d'entreprises actionnaires qui sont, on pense à Zeiss, on pense aussi à Rolex, où en fait l'ensemble de l'entreprise finalement est aux mains d'une fondation qui va travailler après à l'intérêt général. Vous sentez, vous, qu'en France, il y a une émergence de plus en plus de ces fondations actionnaires? Je le sens et je l'espère. Il y a aussi l'espère. Léa Nature. Ouais, qui avait Léa initié Nature, oui, ça. bien sûr. Oui. L'idée, c'est de aussi sécuriser ces engagements au-delà des générations, au-delà de la famille, au-delà de la passation. Donc, il y a cette idée de pérenniser ces actions, de sécuriser ça. Donc, oui, je pense que ce sont des formats qui vont se développer. Surtout qu'on voit qu'on est sur des entreprises là qui arrivent dans les 3e, 4e générations, qui sont des moments aussi clés dans les passations d'entreprise. Et on parle de collectif, parce que moi, c'est ce qui nous a, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui avec vous. Vous êtes chargé de mission de cet incubateur à l'Amicale du mécénat collectif. Qu'est-ce qu'on entend par le mécénat collectif? C'est cette manière de mettre toutes les personnes d'un territoire, pouvoir public, entreprises, associations, autour d'une même table pour... Allez, j'ai peut-être spoilé la fin de la conversation pour trouver un commun sur lequel agir ensemble. Oui, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe? Des acteurs mutualisent les moyens pour mettre en commun les ressources du territoire pour soutenir de manière pérenne et collégiale des actions d'intérêt général en local. Alors, ce sont des acteurs publics, privés, citoyens, entreprises, collectivités, mais il faut qu'il y ait tous ces acteurs ensemble. Alors, dans l'idéal. L'idéal, c'est d'embarquer l'ensemble des parties prenantes d'un territoire, évidemment. Après, on voit sur l'émergence justement de ces dynamiques des formes différentes, plutôt portées par des collectivités, plutôt portées par des entrepreneurs, parfois par des citoyens, parfois par des collectifs d'associations. Mais in fine, c'est vrai que l'idéal, c'est de pouvoir embarquer l'ensemble des parties prenantes du territoire. Qu'est-ce qu'on fait dans cet incubateur de l'Amicale? Alors là, c'est terminé pour la prochaine saison. Il faudra postuler en 2026. Mais cet incubateur qui va démarrer là, dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qu'on y fait? Il a quoi pour vocation, justement? Il a vocation à accompagner l'émergence de ces initiatives, ces dynamiques qui demandent finalement des expertises assez spécifiques et de l'ingénierie de projet qu'il est difficile de financer. Donc l'incubateur, grâce aux subventions de nos mécènes, l'accompagnement est offert aux territoires sélectionnés. Et l'idée, c'est d'être avec eux, au plus près d'eux, pendant 1 an et demi à 2 ans, pour les aider à préfigurer ce collectif, à faire ensemble, à créer des nouvelles façons d'agir, de coopérer, de faire alliance, pour, dans un premier temps, arriver à repérer les faiblesses du territoire, pour mettre en lumière les besoins urgents, et en parallèle, en regard, y trouver des associations locales qui répondent à ces besoins identifiés. Et si on ne les a pas, éventuellement d'aller les chercher ailleurs pour les faire venir sur le territoire, c'est ça? Alors ça peut exactement. On peut aller repérer des associations ou des fondations nationales qui essaiment sur les territoires. Il y a aussi des incubateurs associatifs qui permettent le développement de ces associations. Et l'idée, c'est aussi de mettre autour de la table des personnes qui, sur leur marché, peuvent être concurrentielles, mais qui, dans ces lieux-là, vont apprendre à coopérer et à faire ensemble. Alors, il y a des territoires qui sont... alors, évidemment, quand on parle de territoire, c'est très souvent, on parle de territoire au sens public du terme, je vais dire commune, canton, département, mairie, département, ville, et puis région. Mais le territoire, ça peut être aussi 4-5 rues autour de chez soi, Perle. Alors oui, c'est vrai que la notion de territoire, alors elle prend souvent des formes administratives. C'est souvent l'échelle du département qui est retenue pour ce que l'on appelle les fondations territoriales. Néanmoins, il y a des actions qui se font sur les quartiers, sur les QPV par exemple, à l'échelle d'une ville, d'une communauté de communes
la Cévec. Parce que c'est vrai que quand on parle de mécénat collectif, aujourd'hui, l'émergence de ce mécénat collectif se fait essentiellement en France au travers des fondations territoriales. Il y en a qui, la plus vieille, je crois que c'est la fondation de Lille, qui d'ailleurs héberge d'autres fondations territoriales. Et puis vous en avez qui viennent de naître, la fondation territoriale de Loire-Atlantique. Je viens de Loire-Atlantique. Donc, bien évidemment, je suis un peu chauvin. Il y a celle de la Vienne qui est toute émergente. Qui a été incubée par Amical. Et qui a été habitée. Quels sont aujourd'hui les freins que peuvent connaître ces collectifs? Alors, un des freins qu'on repère très souvent, c'est le financement de l'ingénierie. Mais comment est-ce qu'il y a un vrai frein sur le faire ensemble, c'est-à-dire mettre autour de la table des acteurs qui d'habitude se parlent pas et qui parfois peut-être ne se parleraient pas simplement parce qu'elles sont en concurrence, et je pense au monde de l'entreprise. Alors j'ai tendance à croire que ce deuxième frein l'est moins, parce que j'ai l'impression que quand même on leur offre aussi un espace d'échange et de liberté et de respiration en fait. Moi, quand j'accompagne ces collectifs en territoire, très souvent, après les ateliers et les groupes de travail, le moment perdure et on est content de se retrouver et de finalement être ensemble au-delà du networking, juste d'échanger, de mettre aussi en valeur le territoire, valoriser les savoir-faire, valoriser les patrimoines naturels, culturels qui nous entourent. C'est souvent des espaces de respiration qui sont assez bien pris finalement. Le frein, moi, premier, je trouve que c'est plutôt trouver du financement sur ces ingénieries de projet, accepter que ça va prendre du temps, que ça va demander de la ressource financière, humaine, technique. Et parce que après, une fois que c'est opéré, très souvent on vous dit ah bah oui c'est génial ce que vous faites, et bien finalement vous savez très bien identifier les associations, je vais aller donner en direct aux associations finalement. Et j'essaye d'expliquer aux gens, c'est comme si un agent immobilier vous présentait un bien et que vous décidiez d'aller voir directement voir le propriétaire, le vendeur, ce qui arrive des fois, mais donc c'est faire abstraction totale du travail qu'il y a derrière, de recherche, de mise en lien, de valorisation. Et donc, oui, il faut vraiment mettre en évidence et mettre l'accent sur cette ingénierie de projet et de faire ensemble, qui est très importante. Sur la partie aussi coordination, les postes de délégués généraux, qui sont des postes qui nécessitent des profils quand même assez atypiques. Voilà. Très multicasquette. Très multicasquette, c'est vraiment Il faut être aussi bon en gestion qu'en communication. Exactement, qu'en événementiel. Qu'en événementiel, qu'en plaidoyer, parfois. Et puis, il faut être polyglotte sans parler plusieurs langues, c'est-à-dire qu'il va falloir... Moi, je pense qu'il faut faire des cours d'espéranto. Ça a été imaginé il y a... C'est le plus universel. C'est la plus universelle des langues. Mais il faut savoir parler à un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, à une association, à une collectivité... et être à la fois très stratège et très opérationnel. Donc voilà, des postes formidables. Mais Allez, on arrive au terme de cet échange. Perle, dites-nous, qu'est-ce que vous diriez à un territoire, à une entreprise, à une collectivité qui souhaite commencer à réfléchir cette question d'un mécénat collectif? C'est de contacter Amical. Très bien, bravo. Amical.org, où on trouve la dernière cartographie qui vient d'être faite, qui permet déjà de poser un petit peu le mécénat collectif sur nos territoires. Il y a aussi une alliance pour le mécénat collectif, la coalition pour le mécénat collectif qui s'est créée. Donc n'hésitez pas, si vous nous écoutez, à venir vous renseigner sur ces fondations territoriales, puisque c'est elles qui sont un petit peu le haut de l'iceberg visible de ce mécénat collectif, mais ça peut se réfléchir à d'autres niveaux, peut-être même au niveau d'un quartier, tout simplement. Merci beaucoup Perle Lagier d'avoir été notre invité de l'Actu Prise au mot. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain mot et je vais vous le spoiler, je pense qu'on parlera des danses. C'était l'Actu Prise au mot, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio. Vous pouvez nous retrouver sur le site de notre partenaire Mediatico ou sur les plateformes de podcast dédiées. Si vous préférez, n'oubliez pas de liker et de partager très largement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter l'échodessolutions.info sur Substack, où on se retrouve régulièrement pour donner toute l'actualité des acteurs et des actrices du changement. Merci à vous tous et à vous toutes de votre fidélité. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.